pardon, c'est la chose, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, il n'y en a pas de plus grand. C'est le pardon. C'est de pardonner un acte mauvais. Faut y aller, faut y aller. Il s'agit de s'habiller comme il faut. On n'est pas là pour rigoler. Nous, les chrétiens, nous avons beaucoup mieux encore, puisque Dieu himself s'est incarné en Jésus-Christ. Alors, supprimons l'existence de Dieu, c'est plus simple pour se mettre d'accord. Chaque soir, Roland Giraud fait salle comble au théâtre de la Gaîté-Montparnasse avec Bonté divine, une comédie sur la religion qui réunit un bouddhiste, un imam, un rabbin et un prêtre. Qu'est-ce que ça représente pour vous de jouer un prêtre? Oh, c'est très important, c'est le plus beau rôle de ma vie. C'est le plus beau. De tout ce que j'ai fait, c'est le plus beau. C'est celui qui fait apparemment le plus plaisir à tout le monde. Ah, ça c'est quelque chose. Un rôle qui le change de son registre habituel, le théâtre de boulevard. Attends, bordel! C'est grave! Vous m'avez caché quelque chose. Je n'aime pas ça du tout. Ici, dans le cultissime Papy fait de la résistance, il triomphait dans le rôle du général Spons. Cette petite Marine est une pure merveille. C'est un Gustave fripon, n'est-ce pas? En 40 ans de carrière, Roland Giraud compte à son palmarès une dizaine de pièces de théâtre, mais aussi une cinquantaine de films, des comédies comme La vie dissolue de Gérard Floch, Vive les femmes et surtout l'incontournable 3 hommes et un couffin. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar là? C'est-à-dire qu'ils nous emmerdent toute la journée avec leurs pubs à la télé. Regarde-moi ce travail là, c'est de la merde le matériel. Je colle, ça pendouille, je décolle, scratch, la couche est foutue. Allez, on recommence. Ouais. Oh non, merde, non! Elle pisse! Oh non! Le canapé, quel chameau cette môme! Elle a attendu qu'on enlève la couche pour pisser, là. C'est un acteur qui donne, qui est extraordinairement généreux et qui s'engage dans chaque réplique. Ça lui donne une puissance extraordinaire. C'est un acteur très couillu. Pour mieux connaître l'homme qui se cache derrière le comédien, il nous emmène chez lui, ou plus précisément en face de chez lui. Et en fait, c'est quel appartement? C'est chez moi aussi, mais là c'est ma petite garçonnière. Comme un jeune garçon, où j'ai mes affaires qui sont pas nécessaires dans un grand appartement. C'est chacun son petit chez soi, mais sur le même palier. Parce qu'ici c'est un peu plus grand, chez lui c'est plus petit, il a sa tanière, il a ses petites affaires, ses petites choses, son petit bureau, mais il est toujours fourré chez moi. Je crois que tout le monde a besoin d'avoir, comme les animaux, une sorte de terrier, un endroit où on est parfaitement à l'aise et où personne vient, ou très peu de gens. C'est pas beau, ma femme me dit toujours, ne fais jamais visiter ça, c'est nul, c'est très mauvais goût. Mais je sais, j'ai très mauvais goût, mais je m'en fous, c'est chez moi, quoi, voilà. J'ai mes photos que j'aime bien, mes petits repères. Et ça, j'y tiens beaucoup. C'est un petit registre sur un cahier d'écolier que tenait ma mère quand je suis né au Maroc. Et elle a marqué le poids, la date, l'heure, voilà, 2h du matin, 2h15, je suis le 14 février. Vous cachez la date, évidemment. Vous ne notez que là. Élevé par une mère au foyer et un père inspecteur à la poste au Maroc, Roland a grandi à Rabat jusqu'à ses 6 ans. C'est la seule photo que j'ai du Maroc, qui me reste du Maroc. Roland est assez attaché à son enfance. Il avait une enfance douloureuse parce que son frère était beaucoup plus doué que lui à tous les niveaux. Il réussissait tous ses examens, toutes ses études. Il est devenu neuropsychiatre. Et Roland, il n'a rien réussi. Jusqu'à ce que je vienne à Paris, à 19 ans, en quittant ma province, le cœur léger et le bagage mince, bien décidé à empoigner la vie. Passionné de chant, il tente sa chance comme choriste, mais c'est finalement au théâtre qu'il trouve sa voix auprès de celle qui deviendra sa femme. Il était au départ classique, et puis sa grande rencontre, c'est Coluche. C'est Coluche qui lui a découvert, c'est-à-dire l'humour, le comique, et qui lui a donné la chance de le faire aussi. Et alors, ça que j'aime beaucoup, c'est mon réveil matin de Coluche, qui a 36 ans, et qui marche parfaitement, et qui me sert tous les matins « Merci Colzingue », parce qu'entre nous on l'appelait Colzingue. Oh, que c'est gentil! Mon voisin, simplement. Merci. Il semblerait que Roland ne soit jamais bien loin de son épouse, et ça depuis maintenant 43 ans. D'ailleurs, ils se sont parfois retrouvés sur scène, comme ici dans la pièce Oscar en 1916. Oscar, ton chauffeur! Ta fille a un amant. Moi aussi! Redis-moi ça là. Je dis, moi aussi, j'ai te parler. Ah bon, attention. Ta fille a un amant. C'est moi qui viens de te le dire. Oui, mais moi, je le savais avant.
Mais est-ce si facile de jouer la comédie avec son mari? Pas avec celui-là, en tout cas. Peut-être que c'est simple de jouer avec son mari en temps normal, mais avec lui, non. Roland a 24 ans quand il épouse Mike. Ensemble, ils ont une fille, Géraldine, et forment un couple très uni. Ce sont deux personnes qui sont extrêmement soudées, qui se parlent beaucoup, qui communiquent beaucoup, qui expriment beaucoup leurs émotions et leurs sentiments, ce qui leur permet d'avoir une force de caractère individuelle. Et dans l'épreuve qu'elle a leur, ça les a maintenus, ça les a soutenus. En 2004, Roland et Mike traversent la pire des épreuves, le meurtre de leur fille unique alors âgée de 36 ans. Une affaire qui doit être jugée prochainement. Le fait de travailler lave la tête, beaucoup. Et le fait qu'on ait beaucoup travaillé tout de suite, c'est formidable. Travailler, ça nous fait pas oublier. Mais votre cerveau est pris. Non, il faut y aller, parce que sinon... C'est bien pour cette raison que le soir même du drame, Roland ressent le besoin de monter sur scène dans la pièce Avis de tempête. Je voyais Roland jouer et les effets comiques se faisaient exactement comme normalement, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui puisse laisser supposer qu'on avait devant nous un homme qui était vidé, vidé de lui-même. C'est mon pull? Oui, Pierre. C'est mon pantalon? Oui, Pierre. Mais c'est pas moi. Jean-Luc Moreau, le metteur en scène, a récupéré dans tout le théâtre une somme d'argent un peu importante, et on a donné le nom d'une étoile à Géraldine, à ma fille. C'est-à-dire que l'étoile s'appelait Taurus avant, Taurus, et maintenant elle s'appelle Géraldine Giraud, ce que je trouve un cadeau assez classe, assez joli qu'ils m'ont fait. Roland, il lui faut du monde, il lui faut des gens, il faut de la vie, tandis que moi, dans ma chambre et au fond de mon lit. Donc c'est deux façons ce qui peut être dangereux. Parce que souvent, Roland me dit, mais à quoi je te sers? Tu t'en vas dans ta chambre, je suis inutile. Je dis, non, mais chacun a sa façon de faire. Moi, tout ce monde-là, je peux pas. Moi, je peux pas. J'ai perdu la foi. Non, vous doutez tout simplement, ça ne veut pas dire que vous l'avez perdu. Là, il fait autre chose dans cette pièce. C'est pas uniquement le métier d'acteur. Il est missionné, quoi. Il en parle comme de quelque chose qui a du sens dans sa vie spirituelle, vous voyez. Bonté divine. Voilà, bonté divine. Sacrée pièce et quel comédien. Et vous avez décidé de venir incognito, Roland Giraud, ce soir. D'ailleurs, personne ne m'a dit bonjour en rentrant. Et j'ai fait ça. Ah, c'est vous? Voilà, parce que la coquetterie, toujours. Ah, la coquetterie. Un petit problème à l'œil ce soir. Oui. En tout cas, merci d'être ici ce soir, Roland Giraud. C'est la première fois donc que vous interprétez, vous, un prêtre. C'est peut-être la dernière aussi, je ne sais pas. Mais si c'est ça, j'aurais réussi. Protestant. Oui. Et j'allais dire, c'est presque normal, puisque c'est une pièce qui réunit un rabbin, un imam, un moine bouddhiste. Une pièce parfaitement œcuménique. C'est une comédie dramatique. C'est-à-dire, on dit des choses sérieuses avec humour. Exactement. C'est donc l'idéal. Exactement. Et votre épouse, donc, qui est formidable. Mike, elle est très très bien dans votre film, oui. Très bien. Mais dans la vie. Mais j'en doute pas. C'est la femme la plus parfaite que je connaisse et qui a une qualité exceptionnelle, surtout, c'est de me supporter. Alors, est-ce que vous pensez justement, comme votre épouse, que le fait de vivre sur le même palier, mais d'avoir chacun son territoire, son terrier, comme elle dit, c'est ce qui fait que ça fait plus de 40 ans que vous êtes ensemble? Il y a ça. C'est certainement une des raisons pour lesquelles ça tient bien. C'est aussi parce que c'est un luxe extraordinaire que nous avons. Vous savez, moi, j'avais acheté mon petit appartement quand j'avais touché les pourcentages du Couffin, qui avait bien marché, qui valait pas cher à l'époque. Pas le Couffin, l'appartement. Et puis donc, on a eu cette chance extraordinaire d'avoir cette possibilité. C'est-à-dire que je garde une petite intimité quand je fais ma sieste ou quand j'ai mes vélos, mes casques, tout ce qui ne la concerne pas. Il y a un bazar terrible. Oui. Et on est tout le temps ensemble quand même. C'est la femme de ma jeunesse. C'est une femme que je sais que je ne quitterai jamais, quoi qu'il m'arrive. Et elle a accepté ce métier. Oui, bien sûr, parce que dans notre métier, on a des tentations. Vous savez, il y a des choses faciles dans notre métier. Bon, c'est un sujet dont nous ne parlerons pas, mais que j'évoque seulement. Donc elle sait qu'elle est la femme de ma jeunesse, que c'est ma préférée de toutes. Je n'ai jamais rencontré mieux. Voilà. Donc c'est certainement la femme de ma vie, ça c'est sûr. Et vous êtes aussi l'homme de sa vie. Je l'espère, à moins qu'elle soit secrète et qu'elle ait une vie parallèle, ce qui m'étonnerait. Non, on ne sait jamais. Mais vous l'avez toujours su que c'était la femme de votre vie? Le jour où je l'ai vue, oui. Elle n'était d'ailleurs pas très amoureuse de moi. On était au cours d'un dramatique. Je lui ai proposé évidemment de travailler une scène chez moi comme toutes les autres camarades, puisque le cours, ça sert aussi quand même beaucoup à draguer un peu. Vous aviez quel âge? J'avais 22 ans, 23 ans, ouais. Elle aussi. Et c'est vrai que je comprends très bien qu'elle ne me trouvait pas formidable.
Et vous étiez sensible à quoi? Je la trouvais très belle. Je la trouvais très belle. Et puis elle avait l'air d'une femme mariée. Ça me séduisait beaucoup. J'étais persuadé qu'elle était mariée. J'ai toujours été persuadé qu'elle était mariée. Et le fait qu'elle puisse être mariée, c'est ce qui vous a séduit, c'était de pouvoir... Oui. J'ai été très long dans notre relation avant de lui demander si elle était mariée. Elle me disait rien. Parce qu'elle était en tailleur, elle avait de la choucroute comme dans les années 60. Ça, c'était là, comme là. Et puis elle faisait sérieux, elle faisait très chic. J'avais l'impression qu'elle n'était pas comme les autres, quoi. Elle n'était pas comme les autres, et elle acceptait mes hommages sans emballement, mais respectueusement. Alors, la rencontre, justement, vue par votre épouse, vous voulez l'écouter? J'ai très peur, bien sûr. Mais en fait, vous êtes raccord. Mais elle va dire à peu près la même chose. Oui, vous avez vécu la même chose, évidemment. Ouais. Mais parfois, on ne dit pas la même chose. Oui, et pas avec la même musique. Exactement. Nous nous sommes rencontrés il y a tellement longtemps dans un cours d'art dramatique. Et c'était un monsieur qui aimait beaucoup les filles. Et je m'en méfiais comme de la peste. Oui, je voudrais bien que tu répètes à Aubervilliers. Bon, alors je vais à Aubervilliers. Et il avait l'habitude de faire des soufflets, d'accord ? Et tous les soufflets réussissaient, il les faisait merveilleusement bien. Toutes les filles avaient eu droit aux soufflets, les filles qui lui plaisaient pour répéter des scènes. Et avec moi, il me dit « Mon soufflet n'a pas réussi. Tu es la seule fille, mon soufflet n'a pas réussi. » Alors ça, et puis il n'a pas réussi non plus à m'avoir comme ça. Quand on s'est connus et qu'on venait en week-end chez mes parents à la ferme, les dimanches matins, on partait au temple. Et mon pauvre Roland restait tout seul. Puis il a dit j'ai pas envie de rester tout seul. Je dis viens avec moi alors, parce que moi la conversion c'est pas mon truc. Hein. Viens avec moi si tu veux, si tu t'ennuies. Il est venu, il a été scotché. Puis ça n'a pas fait un pli. Il a dit mais moi ça me plaît, ça me plaît. Et puis il a beaucoup parlé avec le pasteur. Il s'est fait baptiser. Il a fait sa première communion, comme on dit, mais tard, hein, à 23 ou 24 ans, ou 25 ans. Ou 26 ans même, je crois que c'était après le mariage, je m'en souviens plus, oui. Et voilà, et c'est comme ça que c'est venu. J'adore, parce que vous parlez en même temps d'une même voix. On dit aux téléspectateurs amis qui nous regardent, j'ai soufflé 26 parce que j'étais trompé. Oui. Elle l'a entendu. Certainement. Mais c'est formidable comme elle parle de vous, quand même. Mon Roland, c'est une espèce aussi d'amour incroyable. Un vrai, c'est-à-dire qu'il dépasse largement tout ce qui est... Oui, en même temps avec beaucoup de protection. Oui, mais je la protège aussi. Alors, ce n'est pas par amour que vous devenez protestant. Parce que je pensais que c'était par amour. C'est par conviction. C'est par conviction. Bien sûr. Tous les chemins sont bons. On peut devenir croyant par ennui, amour. Elle dit aussi à un moment donné, vous ennuyez. Au début, oui, je n'aimais pas être tout seul à la ferme, mais j'allais avec eux. Et puis j'ai rencontré des paroles qui me plaisaient. J'ai toujours été sensible, de toute façon, au message évangélique. Aimez-vous les uns les autres, c'est une chose qui m'a toujours séduit. Et le message évangélique du Christ, pour moi, est la chose la plus belle au monde. Et la plus difficile à faire, évidemment. Et avec un père anticlérical. Avec un père anticlérical, comme il n'est pas possible, qui bouffait du curé. Je n'étais pas baptisé, je n'étais pas de communion, rien. Bien sûr, mais un homme honnête. Ouais, mais c'est vraiment en opposition à Roland Giraud au père, finalement. Oui. Et malheureusement, je n'ai pas profité longtemps, parce qu'il ne m'a même pas vu gagner ma vie. Il est décédé, malheureusement, avant que je monte à Paris. Enfin, j'étais déjà monté à Paris, mais je ne faisais pas grand-chose. J'étais choriste au Châtelet. Mais c'était un homme un radical socialiste, fonctionnaire, honnête, généreux, vertueux. Persévère, très sévère, très sévère mais juste. Très sévère. J'avais peur de lui, c'est pour ça que j'avais peur des profs, m'a-t-on dit ensuite, et que j'ai pas pu faire des études comme mon frère. Mais peur de lui ou peur de ne pas être à la hauteur de votre frère aîné? Les deux. Les deux. Mon père me impressionnait, mais je l'aimais énormément et je sais qu'il m'aimait. Et ça m'a inhibé. Les psys ensuite m'ont dit, tout simplement, tu avais tellement peur de lui que quand tu voyais un prof, c'était ton père. Et donc tu étais bloqué. Et le pensionnat tout de suite? Non. Le pensionnat, c'est beaucoup plus tard. C'était à Périgueux quand mon père avait découvert que j'avais une relation, la première de ma vie d'ailleurs, un peu intime, avec une très très belle femme qui était beaucoup plus âgée que moi et qui était la femme du chef de cabinet du préfet. Alors on a eu une petite relation secrète comme ça, quand j'avais 18 ans, et elle en avait 31. Et puis quand mon père, je pense que son mari, qui était beaucoup plus âgé qu'elle, est venu voir mon père, il lui a dit « ça ne peut pas durer, monsieur Giraud, nous sommes des notables de la ville, il faut faire quelque chose ». Et je ne sais pas pourquoi, mon père le lendemain m'a dit « tu pars en pension à Villeneuve-sur-Lot, 100 km de là ». J'ai dit « mais pourquoi ?»« C'est comme ça ». Et ma mère m'a fait « tu sais très bien pourquoi ». Bon, j'avais compris, et je suis allé en pension 1 an, j'ai toujours pas travaillé non plus. Comme on mettait au couvent, finalement, les jeunes filles, parfois, oui. Voilà, ça c'est l'aventure de jeunesse. Et ça a arrêté votre relation?
Oui, parce que c'était difficile quand même pour moi de faire 100 km le jeudi, donc 200, mais on s'écrivait. Pour elle, c'était quand même assez osé à l'époque. C'était très gonflé, oui, parce qu'elle était très connue dans la ville. Et un jour, elle m'avait prêté sa voiture. Et à un passage à niveau, il y avait son mari dans l'autre voiture, la même, la voiture de la préfecture. Et j'ai dit, je suis mort, ça y est, je suis mort. Il va voir la voiture, il va me voir dedans, avec mon copain, je suis mort. Il ne m'a pas vu. Le truc s'est levé, la barrière s'est levée, on est parti. J'ai croisé sa voiture avec sa voiture. Ça, c'est des souvenirs qu'on n'oublie jamais. Un an après, je suis parti à Paris. Elle m'a envoyé une lettre déchirante en me disant « Je sais que tu vas m'oublier parce que tu vas tourner des films avec Brigitte Bardot. » Oh, quelle jolie cette histoire. C'était bouleversant. C'était bouleversant. Et je l'ai revu. 20 ans après, j'ai tourné un film qui s'appelait « Elle voit des nains partout » avec Coluche, avec toute l'équipe du Splendide, qui n'a pas marché parce tellement qu'on a déconné. Et j'ai voulu la voir, je l'ai rencontrée et le charme était rompu. Elle était toujours une très belle femme, mais le charme était rompu. Elle m'a raconté ses problèmes avec ses enfants, tout ça. Et puis, il n'y avait plus de magie. Fini. C'est très curieux. Mais alors, ça ne m'étonne pas que vous ayez imaginé qu'elle soit mariée, Mike. Oui. C'était un peu aussi C'est très intéressant ce que vous dites, je n'ai pas pensé. Peut-être que c'était un résidu d'anxiété. Mais sinon, ça m'a fait rêver beaucoup quand j'avais 18 ans. Comment vous avez pensé justement à devenir comédien? Mais parce que c'est un malentendu. Donc, on l'a dit, frère neuropsychiatre, Absolument. père postier. Oui. Ça, donc le théâtre, le cinéma, c'était loin de vous. J'aurais dû être postier ou ingénieur des ponts et chaussées, mon père aurait adoré. Mais c'est à cause des compagnons de la chanson, je le dis toujours, mais c'est la vérité. L'un d'eux était un ami de mes parents, son fils était mon copain d'école, et puis j'étais fasciné, quand j'aimais bien chanter, j'étais à la chorale, j'étais fasciné par cette chorale moderne, et je voulais être compagnon de chanson. Vous vouliez chanter, je voulais être comme eux. Je voulais faire comme eux. Ah oui, la chanson. Voilà. C'est pour ça que vous êtes toujours passionné par le chant. Et très hypocritement, très souvent, je chante un truc dans un film ou dans une pièce, où je me débrouille toujours pour chanter un petit quelque chose partout. Ou dans Vivement Dimanche, par exemple. Ah, le grand plaisir de ma vie, c'est ça. Vous êtes tombé pile dessus. C'était le plus grand plaisir que m'ait fait Drucker. Voilà. Michel Drucker, c'est de me faire chanter avec Cécilia, lourde charge. Donc, un extrait de La Flûte enchantée de Mozart avec Cécilia Bartoli. Voilà. Allez, on écoute. Papageno, 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 der Segen werden sein. Papageno, 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 der Segen werden sein. Der Segen werden sein. Der Segen werden sein. Papageno, Papageno, Papageno. On avait fait un carton terrible. Ah oui, c'est un beau souvenir. Alors, pour revenir à la comédie, Roland Giraud, donc vous dites à un moment donné que c'est quand même là qu'est votre vie. Oui, c'est vraiment ce que je sais bien. Oui, sur scène. Je sais faire le reste aussi, mais c'est là qu'on me reconnaît le plus. On va dire le comique type ronchon, souvent, non? Je sais pas comment le psychorigide. Le psychorigide indestructible. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit souvent. Au cinéma, surtout, j'ai fait ça. Mais est-ce que ça vous ressemble? Je suis comme ça, oui, j'ai tendance à aimer prendre les choses en main, et des fois je suis un petit peu psychorigide, des fois on me reproche d'être un petit peu difficile dans le travail, parce que je suis très exigeant. Alors, quelles sont les qualités du comédien Roland Giraud? Nous l'avons demandé, encore une fois, à votre épouse. Ah. C'est un garçon qui travaille, qui est endurant au travail, qui persiste, qui a une volonté de faire. Et ce qu'il est devenu, c'est à force de travail et d'acharnement. Voilà. Et ça, je veux dire que c'est une énorme qualité. De toute façon, il disait, je n'ai pas le choix, c'est ça ou rien. Voilà, c'est un garçon délicieux. Un peu emmerdant, mais délicieux. Quelle déclaration d'amour! Elle exagère beaucoup. Il faut noter surtout un peu emmerdant. Oui. Oh, là, vous exagérez. Si, c'est vrai, délicieux. Elle a fini sur délicieux. Ouais. Non, mais ce qui revient dans ce que dit votre épouse, c'est l'exigence. Oui, c'est vrai. Je suis très exigeant parce qu'on ne peut pas faire autrement. Le travail. Mais oui, sinon tout le monde le ferait. Si c'était facile, tout le monde veut être acteur, tout le monde veut être connu. Mais c'est pas ça. Quand vous avez dit à votre épouse, je n'ai pas le choix, je dois travailler. Vous n'aviez pas le choix, pourquoi? Mais parce que je n'avais aucune formation, aucun diplôme. Et j'étais obligé de réussir. Enfin, de réussir. Entendons-nous bien, de réussir à gagner notre vie déjà. Bon. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, la chance, c'est en plus, c'est quand on l'a aidé. Voilà, c'est Gérard Floch, c'est ça. C'est La vie dissolue de Gérard Floch. Ça, c'était écrit par Martin et par Clavier. Et ça, on a bien rigolé aussi. Quand même. Un bon moment. Est-ce que c'est votre souvenir le plus amusant, ça Non, où on a le plus ri, c'est quand même Papy.
C'est Papy. Ah oui, parce qu'il y a des... Je peux pas, on n'a pas le temps de raconter des gags de Papy, c'était extraordinaire. Quoi. Les séances de cantine avec 150 figurants et qui se mettaient par clan. C'est-à-dire les généraux allemands qui étaient des figurants se mettaient ensemble, les soldats allemands se mettaient ensemble et les résistants français se mettaient ensemble. On était hallucinés avec et oui, on rentre et on les voit les gens par table, alors que c'était tous des figurants. Oui, c'est très intéressant. Ça, c'est sur la nature humaine. Psychologiquement, c'est très intéressant sur la nature humaine. On a beaucoup ri dans Papy, oui. J'imagine aussi qu'il y a dû avoir des moments inénarrables, comme on dit, avec 3 hommes et un couffin, oui, non? mais alors voilà, ce qui est amusant, c'est que les gens croient toujours qu'on a beaucoup rigolé, mais pas du tout. C'était très dur. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on avait par contrat l'obligation de parler comme ça pendant toute la journée de tournage pour ne pas empêcher les bébés de dormir. Et puis pour ne pas leur faire peur. Donc on parlait comme ça. Tout le plateau, c'est contrat. Parler comme ça, pas plus fort, en soutenant sur le souffle. Bon, les mères étaient là, qui culpabilisaient énormément, parce qu'il y avait 4 bébés. Oui. 2 pour l'enfant de 6 mois, 2 pour l'enfant de 9 mois. Mais c'est toujours les mêmes qui ont tourné. Donc avec une doublure. Donc il y a eu une jalousie à la fin entre les mères. Non. Déjà. Pourquoi pas la mienne? Et les petites, plus on tournait dans le film, qui a duré 2 mois et demi, plus elles nous connaissaient, bien qu'elles soient toutes petites, elles le connaissaient bien, et plus, dès qu'elles nous voyaient, elles pleuraient. C'est-à-dire qu'à la fin du film, il faut le savoir ça, tous les plans où on tient les bébés les enfants sont de dos, parce qu'elles hurlaient de pleurs. Et Colline, qui est très très sévère, on faisait des fois 65 prises, on n'en pouvait plus, on était morts, la petite hurlait, les mères disaient faites quelque chose. Tout. C'était absolument dramatique. Absolument dramatique. Donc voilà, les gens croyaient qu'on a beaucoup rigolé, pas du tout, c'était très très dur. C'était dur, en fait. Très dur. Quel est d'ailleurs le plus beau souvenir que vous ayez gardé de toute votre carrière jusqu'à présent? Jusqu'à présent, très honnêtement, et c'est terrible de dire ça parce que c'est ce que disent tous les acteurs, toujours que c'est la dernière pièce la meilleure. Non, mais le plus grand plaisir de ma vie que j'ai eu, c'est cette pièce-là. Le pire souvenir? Bon, c'est évidemment, le pire souvenir, c'est évidemment À vie de tempête. Curieusement d'ailleurs, que titre prémonitoire, où Géraldine a disparu. Mais on a fait face, et puis À vie de tempête. Voilà. On a fait face, et puis la vie continue. Mais c'est évidemment le pire souvenir, puisque il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent jouer dans ces circonstances-là. Non. D'ailleurs, comment vous avez trouvé, vous, le courage de jouer ce soir? Je sais pas, le corps marche tout seul. Et puis j'ai pensé beaucoup aussi à Belmondo et à Serrault, qui avaient eu un peu la même chose, quoi. C'était, je ne veux pas diminuer évidemment la peine, mais c'était un accident. Un accident, c'est terrible aussi, mais c'était la fatalité. Parce que moi, ce n'était pas la fatalité. Et ils ont joué, quand même, Serrault a joué habillé en travesti, alors que sa fille avait été écrasée par 2 travestis qui se poursuivaient au bout de Boulogne. Quand on enfile le costume le soir. Et Belmondo avait acheté un appartement à sa fille qui avait brûlé, elle avait brûlé dans son appartement. Le matin, il est allé reconnaître le corps et il a joué à 3 heures tailleur pour dame de Feydeau. Bon, c'est des situations, ça, qui ou vous abattent définitivement ou vous fortifient pour la vie. Et voilà, c'est pour ça que je dis toujours que maintenant, quels que soient les événements de la vie, je pourrais toujours jouer. Votre épouse, d'ailleurs, disait que c'est ce qui vous différenciait. Hein, maintenant, le temps passant, elle avait tendance plutôt à se refermer et que vous, au contraire, vous préférez être entouré et aller sur scène. Oui, faire le pitre. Parce que les gens souffrent différemment et il y a même des couples qui divorcent, vous savez, après des événements comme ça. Curieusement. Parce qu'ils souffrent tellement pas de la même manière que la vie devient insupportable. Ce qui n'est pas notre cas. Au contraire, vous avez l'impression... On était déjà soudés. Oui, bien sûr, mais je veux dire maintenant, il y a quelque chose quoi qu'il arrive, si elle devenait folle, si elle devenait odieuse, si elle me donnait des coups de bâton, je la quitterais quand même pas, parce que j'estime que ce qu'elle a vécu, ce que nous avons vécu ensemble, fait que ça justifie encore plus de rester ensemble le temps qu'il nous reste à vivre. On a aussi demandé à votre épouse, puisque c'est quelque chose qui vous touche, j'allais dire, de plein fouet l'un et l'autre, comment surmonter un pareil drame. Et la question du pardon aussi, qui est la vraie question, puisque vous êtes l'un et l'autre. Elle le domine mieux que moi, ça, mais bon. Très croyant. Parce qu'elle a peut-être une meilleure foi. On n'oubliera jamais. Il n'oubliera jamais. Chacun porte sa croix, il paraît. Bon, alors, nous, c'est ça. Non, ça ne s'oublie pas. On se lève avec, hein, et on se couche avec. Et puis on a aussi ce grand défi devant nous, c'est le pardon, qui n'est pas une mince affaire. Voilà. Alors, évidemment, au cœur de la chrétienté, le pardon. Le pardon, c'est la chose, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, il n'y en a pas de plus grand. C'est le pardon. C'est de pardonner un acte mauvais. C'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un. Alors évidemment, quand on me dit, est-ce que tu pourrais pardonner à ceux qui ont fait des horreurs que tu connais, je dis... c'est sûr qu'il faut. Pour le moment, j'en suis là. Laissons un peu le temps passer pour voir. Mais c'est vrai que c'est la chose la plus difficile de pardonner. Mais c'est la plus belle aussi. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un.
Mais c'est plus facile quand la personne se repent aussi, hein, quand la personne reconnaît son erreur. C'est plus facile de pardonner. Moi, je trouve que c'est important de reconnaître son erreur. C'est ce qui vous aiderait, vous, dans votre cas? Oui, mais il faut d'abord les trouver. Et ça, c'est un autre problème. Les coupables, vous voulez dire? Bien sûr. On n'en parlera pas plus puisque le jugement et le procès, surtout, auront lieu dans quelques mois. Donc, on ne peut pas parler de l'affaire. Mais c'est vrai que c'est une question... c'est important de savoir, et puis ensuite, on voit ce qu'on peut faire. Mais de savoir pourquoi on fait ça. Pourquoi des êtres qui ne sont pas tout à fait humains, on peut faire des choses pareilles. Voilà. Mais c'est pas... Malheureusement, c'est quotidien. Alors, vous, au moment de la disparition tragique de votre fille, j'imagine que aussi votre foi était... Oui, la foi est à rude épreuve, mais on garde confiance. On garde confiance quand même, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce que je ne veux pas sombrer dans le négatif et dans le pessimisme absolu qui n'amène rien. Je veux dire, la différence entre les hommes et les bêtes, c'est que nous pouvons choisir, réfléchir et faire un choix. Et le choix, non, mais vous auriez pu perdre la foi à ce moment-là. Ça aurait... D'ailleurs, c'est dit dans la pièce, hein, vous êtes un prêtre empli de doutes. On ne va pas trop révéler ce qu'il y a dans la pièce, mais comment vous avez choisi ce texte, cette pièce? C'est extrêmement simple. Collat, le directeur de théâtre, Jean-Louis-Michel Collat, m'a téléphoné, il m'a dit « Je sais que tu as des envies un peu de spiritualité et tout ça ». J'ai dit « Oui, tout le temps, c'est ce qui guide ma vie ». On m'a proposé une pièce sur un imam, un prêtre, un rabbin, un bonze, qui parlent entre eux des trois religions monothéistes, qui essaient de s'entendre, et il arrive un pépin, qui est un petit événement, pas policier mais presque, qui les rend à nouveau des hommes simples, et à la fin ils redeviennent ce qu'ils sont sur le plan spirituel. J'ai dit, je n'ai même pas besoin de le lire, je te dis oui, avant de le lire. J'ai dit, alors lis-le quand même. Alors je l'ai lu, et 1 heure après, je dis, tout de suite. Et le premier jour, la salle était pleine. C'est une merveille. C'est une bonté divine, cette pièce. Et je me dis, voilà pourquoi je suis croyant. Parce que je pense que le bon Dieu, s'il existe, pour ceux qui ne croient pas, est content qu'on joue ça. On a le sentiment, parce que moi je suis venue vous voir aussi, que le public est transporté par la pièce. Et en même temps, on les voit aussi complètement bouleversés aussi par vous. Enfin, ils pensent à vous, au drame que vous avez vécu. Enfin, on sent une véritable identification au public. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Enfin, non, je pense que les gens le savent. Tous les Français le savent, parce que malheureusement, il y a des journalistes qui sont chargés de faire parler de ça d'une manière qui n'est pas toujours la bonne. Ça vous a gêné? Ah bah oui, j'ai fait 23 procès quand même, oui. Et Dieu sait que je vous assure que je ne suis pas procédurier. J'ai horreur de ça. Horreur de ça, les procédures, trucs. Mais c'était obligé, parce qu'il y a des gens qui vivent de ça. Alors évidemment, ça je ne peux pas accepter. Qu'on vive comme un vautour de toutes les... En plus de ça, c'est des gens qui n'ont aucun sentiment, quoi, qui font... C'est du lucratif, quoi, c'est que pour vendre. Alors ça, je ne peux pas supporter. Et je leur dis chaque fois, si c'était votre fille, qu'est-ce que vous feriez? Vous seriez content qu'on donne de l'argent aux petits-enfants pour avoir des renseignements? Bon, alors voilà. De l'argent? Oui, bien sûr. Dans mon village, il y a des gens de chaînes très importantes et de radios très importantes qui ont donné de l'argent à des enfants pour avoir des renseignements sur nous. Bien sûr, je vous le dis. Mais parce que sinon, j'ai l'impression que on va dire le public... le public était formidable. De manière générale, et puis même dans la profession ou dans le jeu, il y a eu des gens formidables, puis il y a eu des gens qui sont d'autres personnes, quoi, qui font un autre métier, qui font... Quel homme vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment, justement, à la suite de ce drame, d'être complètement transformé? Et je suis un acteur qui a de la chance professionnellement, qui vit donc ce qu'on a dit abondamment, difficilement, mais qui espère non pas ce qu'on appelle faire le deuil, parce que ça n'existe pas pour moi, faire le deuil. C'est une expression qui est encore une expression capitaliste. Ça veut dire on oublie, ça ne rapporte plus, on oublie. C'est comme quand on cache les morts, on ne parle plus des morts, mais on n'en parle pas des vieux qui souffrent. On cache ça, c'est le paraître. Non, ça ne marche pas. Mais voilà, j'espère pouvoir être en activité longtemps, parce que le travail est la plus grande distraction du monde, il n'y en a pas d'autre. Et puis qu'on restera en bonne santé avec ma femme et qu'on se tiendra la main jusqu'au bout, en étant conscient de ce que nous vivons et du fait qu'on ne peut pas l'empêcher, mais que la vie, d'une certaine manière, continue, non pas sans elle, mais avec elle, qui n'est plus là. Car les morts ne sont pas absents, ils sont invisibles. Ce qui n'a rien à voir. Belle conclusion. Oui. De toute façon, on ne peut rien ajouter. Voilà. Merci beaucoup, Roland Giraud. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.